Donc, le deuxième plateau, regard croisé, la dimension mentale au service de la relation entraîneur-entraîné. Alors vous aurez monsieur le parrain, monsieur Romuald Raboteur, Cédric Nanquin, donc capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, Romuald Raboteur, comme l'a annoncé la directrice Chantal, athlète de haut niveau en parajudo. François During, qui est là. François During, où êtes-vous, monsieur During? Mais oui, il est là. Directeur de la performance du sprint olympique de la Fédération française de kayak et aussi directeur adjoint de la performance. Je ne me suis pas trompée, hein, c'est ça? Voilà. Katie Cam, que nous connaissons bien, entraîneur de sprint, de haies surtout, donc a entraîné les gleurs de la Guadeloupe et des célèbres, elle le dira. Mademoiselle Laetitia Bapté, athlète de haut niveau, spécialité athlétisme, et monsieur Guillaume Coudeville, doyen de l'UFR STAPS et préparateur mental de la haute performance. En attendant toujours le film, on commence, on enchaîne, et le film viendra peut-être après. Donc nous allons donner la parole à Romuald Raboteur, si on peut lui passer le micro baladeur. Qui a pris le micro baladeur? On peut l'applaudir. Donc Romuald, peux-tu nous expliquer en quoi la préparation mentale est déterminante dans un projet de performance paralympique? Tout d'abord, bonsoir. Donc effectivement, la préparation mentale, j'ai envie de dire, ça vient en complément de la préparation physique. C'est-à-dire que, comme a dit Mme QC au début, on est souvent axé sur la préparation physique, le cardio, enfin tout ce qui englobe la préparation physique. Mais c'est vrai que l'être humain a un côté psychologique. C'est bon, comme ça? D'accord. Donc l'être humain a un côté psychologique aussi à gérer. Et comme sur le premier plateau, l'aspect mental permet aussi, j'ai envie de dire, d'anticiper des phases plus ou moins de stress que peuvent engendrer une compétition. Et le fait de préparer mentalement va nous permettre d'aller pouvoir chercher cette performance, d'être prêt au moment où il faudra être prêt, prendre les bonnes décisions, atteindre un niveau de concentration nécessaire pour, j'ai envie de dire, pour prendre les bonnes décisions. Bon, dans mon cas, c'est le judo, donc les combats. Pendant le combat, savoir gérer son stress, prendre les bonnes décisions au bon moment pour aller chercher la victoire. J'ai envie de dire, c'est ça. On applaudit, c'est fait, monsieur Raboteur. Donc il est important là de donner la parole à Cédric Nanquin. On va l'applaudir bien fort, capitaine de l'équipe de France. Cédric, vous avez le micro? Oui. Ah, on attend sa petite question en fait. Toujours. Intéressant. Eh bien, c'est la même. Donc, je la répète. Pouvez-vous nous expliquer, Cédric, en quoi la préparation mentale est déterminante dans un projet de performance paralympique? Donc déjà, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. En quoi c'est important? Je pense que c'est super important de bien se préparer. Et quand on se prépare, on travaille différentes façons, que ce soit la partie physique ou la partie mentale. C'est quelque chose qu'on a ajouté très tard, nous, dans notre préparation avec l'équipe de France, parce qu'on est un peu en développement. Cette équipe de France, elle existe depuis 2008, donc c'est assez court. Elle s'est qualifiée aux différentes Paralympiades de 2012 jusqu'à maintenant, un peu en bricolant à droite à gauche. Moi, ça sera mes 3e Jeux, donc là, on fait beaucoup de... Quand on se rejoint en fait avec l'équipe de France, on se voit à peu près 2 jours et demi par mois. Donc c'est très peu pour une équipe de France. Donc on se prépare tous chacun de notre côté au mieux. Et comment on y parvient? C'est en
quand on se voit, en fait, on va faire beaucoup de répétitions. Donc, pardon, il y a de l'écho un peu. Beaucoup de répétitions, et cette répétition, c'est aussi une façon un peu de faire de l'imagerie. C'est-à-dire, on se prépare à atteindre l'objectif. Notre objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Et en fait, comment on s'y prépare, c'est de se préparer au mieux en imaginant vivre le moment avant qu'il se produise, de façon à ce que, lorsque ce moment va se produire, on va éviter la partie stressante, et parce qu'on l'aura déjà imaginé et prévu et analysé un peu, de se dire voilà comment ça doit se passer, mais aussi parfois on peut imaginer des choses qui vont bien se passer, et comment on arrive aussi à rebondir sur quelque chose aussi qui au final se passe pas comme nous on l'avait prévu. Donc c'est tout un travail qu'on va faire avec nos préparateurs, et vraiment pour analyser les différents mouvements, les différents gestes. Moi, mon rôle en équipe de France, ça va être de faire du bloc, parce que je suis défenseur de cette équipe. Et comment bien bloquer l'adversaire pour empêcher et créer le surnombre, pour que mes coéquipiers puissent, eux, continuer à évoluer dans le jeu sans être gênés par un attaquant ou un défenseur adverse. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment ma façon de faire, en tout cas, c'est d'essayer de me préparer. Je suis quelqu'un qui ne stresse pas facilement. Dans l'équipe, en tout cas, je pense que je suis un des rares à très peu stresser, mais du coup à détendre un peu l'atmosphère. Moi, ma façon un peu avant un match, un enjeu, quand je vois, je détecte un peu certains signaux faibles, entre guillemets, et de me dire, tiens, lui, il a l'air un peu stressé, je vais engager la discussion avec lui pour essayer de détourner son attention, en fait, par rapport au match en soi qui va se produire, et qu'il imagine les adversaires un peu plus forts que nous. Et moi, je me dis toujours que de toute façon, on risque pas grand-chose à part de gagner. Et pour moi, je me dis qu'on est toujours les plus forts, mais c'est juste qu'on ne le sait pas encore. Merci beaucoup. Alors Cédric, il est vrai que c'est la dimension mentale au service de la relation entraîneur-entraîné. Alors on va trouver une transition toute faite, parce que vous avez vu, il n'y a eu que des messieurs jusqu'à présent. Donc il est peut-être temps que nous ayons des dames pour parler de ces dimensions mentales et la performance. Et c'est pour ça que Madame Kritikam, accompagnée de Laetitia Bapté, donc la dimension mentale au service de la relation entraîneur-entraîné. Alors petite question, un petit peu pour orienter tout de même, est-ce que vous avez recours à des techniques mentales afin de pouvoir établir une relation entraîneur-entraîné équilibrée dans votre projet commun de performance, tout simplement avec vos athlètes, Madame Kritikam? Bonsoir à tous. Oui, en effet, nous avons des techniques des routines pour amener à la performance. Mais je voulais quand même partir à l'origine de mon intérêt pour la préparation mentale. Je me suis intéressé à la préparation mentale après la chute de Willem aux Jeux Olympiques. C'est vrai que jusqu'à présent, en tant qu'entraîneur, on sait qu'il y a une dimension mentale, on sait qu'il faut s'intéresser à cet aspect de la performance. Tant qu'on n'y est pas confronté, que l'athlète file, on laisse rouler. Et un jour, vous arrivez, et c'est la catastrophe. Et là, vous vous remettez en question, et vous cherchez à comprendre pourquoi un athlète potentiel médaillable aux Jeux Olympiques de Rio fait un faux départ. Voilà, on se pose la question. Et en fait, monsieur le commandant de bord, monsieur Forbin, vous avez parlé des éléments, le vent, la pluie. À Rio, ce jour-là, la compétition, Willem rentre en chambre d'appel, la compétition est arrêtée. Et là, dans la tête, on ne sait pas. On n'est pas là. Pendant 1 heure, il est tout seul avec ses adversaires. Premiers Jeux Olympiques, 21 ans, à devoir gérer ça. Catastrophe derrière, on n'a pas appris. Je ne lui ai pas appris l'incertitude dont on a parlé tout à l'heure. On n'a pas anticipé ce genre d'incertitude. On n'a pas anticipé le stress. On n'a pas anticipé les éléments naturels de la nature. On n'a pas anticipé, on ne s'est pas préparé. Donc quand on n'est pas préparé, on ne peut pas réussir.
Donc du coup, moi, depuis ce moment, je me suis engagé à me former sur toutes les dimensions mentales de la performance. Et vous ne pouvez pas convaincre un sportif si vous-même n'êtes pas convaincu. Donc j'ai entamé cette démarche. Et Willem, ça a mis du temps. Quand je lui dis Willem, là il faudrait qu'on voit, tu étais fort ce jour-là, mais ça a foiré. Je pense qu'il faut qu'on aille creuser. Dans nos sociétés guadeloupéennes antillaises, quand on parle de psy, on pas fou. On pas ni problème, on pas fou. Et oui, on parle psy, tout le monde pense folie. Non. Donc du coup, j'ai réussi à l'emmener vers une psychologue qui a pu mettre le doigt ensuite sur ce problème. Donc depuis, je travaille régulièrement avec cette personne. Ensuite, il a fallu enclencher la préparation mentale, parce que le psychologue a son rôle, mais le préparateur mental aussi a le sien. Donc il a fallu enclencher un travail avec un préparateur mental pour justement acquérir des techniques de gestion du stress, d'anticipation, de tout ce qui fait que le jour J, je serai performant et j'aurais anticipé tout. Il pleut, je sais quoi faire quand il pleut. Il y a du vent de face, je sais quoi faire quand il y a du vent de face. Et c'est pour ça que j'ai pris la tâche aussi de préparateur mentaux. Mais on n'est toujours pas, avec les sportifs, encore arrivé au bout. Là, aujourd'hui, j'entraîne Laetitia ici et Kenny Fletcher là. Kenny, un des meilleurs jeunes de sa carrière, fait partie des 4 meilleurs derrière Willem, Ladji Doucouré. Il a fait des performances vice-champion olympique de la jeunesse. Il a fait des performances de gars qui ont été champions du monde. Mais pour l'instant, il n'atteint pas encore ce niveau de performance. Physiquement, je fais tout ce qu'il faut. Mais mentalement, c'est pas moi. Donc, je prends la tâche d'un préparateur mental, en l'occurrence M. Couteville à côté. Laetitia, elle, à côté, elle arrive au niveau il y a 4 ans. Elle explose la meilleure française. Ouh! Surprise, elle-même, je pense, surprise de la situation. Ben oui, mais derrière, il faudra prouver que c'était pas un coup d'éclat. Mais moi, physiquement encore, je vais faire ce qu'il faut pour te rendre performant. Mais ma fille, quand tu vas reprendre le départ à côté de celle que tu as tapée la dernière fois, elle va vouloir te manger. Donc, il faudra le préparer, ça. Donc, encore une fois, je mets l'athlète aux mains de spécialistes. Parce que j'ai identifié, parce que je sais que c'est cette voie-là qui va leur permettre. Aujourd'hui, elle a des challenges à relever. Elle a fait des qualifications pour les Jeux, premiers Jeux Olympiques. Oui, je vais préparer physiquement. Mais je ne pourrai pas préparer mentalement. J'accompagnerai mentalement parce que j'aurai la ressource. Mais le professionnel fera le travail qu'il faut et nous sommes en lien. Et c'est comme ça que nous, la relation entraîneur-athlète dans la performance, il faut que l'entraîneur soit déjà convaincu qu'il y a une démarche à faire dans ce domaine pour permettre à l'athlète d'enclencher là-dessus. Merci Katie. Alors, la relation entraîneur-entraîné, on a la preuve vivante aujourd'hui sur cette scène. Voilà. Donc, Laetitia, à toi. Oui, tout à fait. On va dire que si Katie ne m'avait pas amené vers cette voie, on va dire, j'aurais jamais, par exemple, été chez un psy pour travailler ma confiance en moi. Et on va dire que ça m'a aidé. Sous les 4 ans là, ça m'a vachement aidé parce que je pense que je suis quand même triple championne de France. Et je pense que sans ça, j'aurais pas été triple championne de France. Je pense que dès l'année suivante, je me serais écroulée et je pense que le mental, c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais aussi la confiance en soi. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je suis au stade de confiance en soi. Après, je pense que Katie va me diriger vers un préparateur mental.
Mais pour l'instant, j'essaie d'acquérir de la confiance en moi pour assumer mon statut déjà. Et surtout, ne pas sombrer dans la panique, dans le stress. Et surtout, tu peux être préparé physiquement, mais si le mental ne suit pas, le corps ne suit pas. Merci Laetitia. Merci Laetitia. Donc, il est important, là, ce moment, on va garder Monsieur Fletcher pour la fin et on va avoir une belle transition avec la présence de Monsieur François During, directeur de la performance du sprint, avec fils, hein, parce qu'il y a le père qui nous a martyrisés avec ses écrits sur les oraux des CAPES et dans les STAPS. Monsieur During, à vous. Oui, donc en canoë-kayak, depuis bien longtemps, comme dans la plupart des sports, on a bien compris qu'on n'allait pas pouvoir se contenter de travailler techniquement et physiquement et qu'il faudrait avoir une approche plus systémique de la performance. Donc la préparation mentale est quelque chose qui est abordé systématiquement et dès le plus jeune âge si possible. Après, nous, au niveau dont je m'occupe et dont on parle, c'est des athlètes seniors. Donc, ils arrivent déjà formés sur des structures auparavant, comme les clubs ou les pôles espoirs. Et certains, effectivement, ont parfois peu abordé le sujet. Pour moi, déjà, une première façon de l'aborder, c'est un peu écrit dans le titre, c'est-à-dire c'est dans la relation. Pour entrer en relation avec un athlète, il faut forcément communiquer et passer énormément de temps pour qu'il y ait une confiance qui se crée, parce que sans confiance et sans cette relation, voilà, il n'y aura pas de travail efficace possible. Donc déjà, nous, en tant qu'entraîneurs, voilà, peut-être que ça parle plus dans le mot coach, on doit s'occuper évidemment de la technique, du physique, mais on doit aussi s'occuper de la dimension mentale, puisque l'objectif n'est pas d'avoir des champions du monde de l'entraînement, mais bien des athlètes performants le jour J, et donc préparés pour ça. Pour ça, j'ai le sentiment que déjà, il faut faire preuve souvent de bon sens, et il faut être capable, donc tous les jours, dans la relation, de questionner ou de mettre en place des situations qui vont mettre en difficulté les athlètes pour progressivement leur donner le plus d'outils pour être capable de répondre le thème d'avant, cette joyeuse incertitude du sport. Nous, aujourd'hui, pour ce qui est du sprint, on a une démarche qui est, on va dire, incitatrice. C'est-à-dire à épisode assez régulier, on peut faire venir sur une problématique précise un préparateur mental ou un psychologue du sport sur quelques jours dans un stage pour parler... résoudre une problématique, et du coup, ça peut donner l'idée à certains athlètes qui n'auraient pas encore fait la démarche de se préparer mentalement, personnellement, on va dire. Parce qu'en fait, nous, notre idée, c'est que ça doit être une démarche de l'athlète, et que donc, on ne peut pas l'obliger à aller chez un prépa mental, chez un psychologue du sport, et que donc on doit l'inciter, on doit lui en parler. Ça se passe souvent au moment des débriefings, encore plus souvent après éventuellement une contre-performance. Mais tant que ce n'est pas l'athlète qui décide que ça va être bien et qui doit le faire, ça peut rester souvent, en tout cas à chaque fois,
c'est le bilan qu'on avait fait, c'est qu'à chaque fois qu'entre guillemets on l'a imposé en disant bah voilà tu vas travailler avec telle personne, même on va te le financer. Bon, bah, en fait ça porte pas ses fruits et peut même être un petit peu contre-productif. Et donc on essaye vraiment d'inciter et on laisse les athlètes faire un petit peu là-dessus comme ils le sentent. Donc certains sont très assidus, ont des préparateurs mentaux et les voient régulièrement. D'autres se contentent de la relation avec l'entraîneur et pour ça on essaye aussi nous au fur et à mesure de se former du mieux possible sur toutes les dimensions. Et comme c'est un petit peu aussi notre ADN en canoë-kayak, puisque on n'est pas forcément habitué à avoir des gros budgets. Donc au départ, aujourd'hui ça s'améliore. On a par exemple au niveau de la fédération un préparateur physique, il est dans la salle. Et on n'a pas fait le choix d'avoir à plein temps un préparateur mental, justement par rapport au fait qu'on est convaincu qu'il faut que l'athlète puisse choisir la personne avec qui il va travailler sur ce domaine-là. Voilà. Donc il y a un peu autant de préparateurs que d'athlètes et on a encore aujourd'hui des athlètes qui se contentent de la relation avec l'entraîneur en pensant que ça peut leur suffire. Même si on peut être assez convaincu que souvent, ne serait-ce que sur cet espace de liberté et de moments où, parce qu'on ne peut pas tout traiter avec son entraîneur, et que pour moi, c'est du coup forcément indispensable quand on veut aller vers la très haute performance, de ne rien laisser de côté. Merci, Monsieur During. Donc, on passera à gauche de l'estrade. Et en fait, avant de... Monsieur Coudreville, vous terminerez ce plateau par votre intervention. Donc, Kenny, comment vis-tu la dimension mentale au service de la relation entraîneur-entraîné? On a parlé d'harmonie. Donc, à toi la parole. Bonsoir à tous. Donc, ça fait maintenant 8 ans que je m'entraîne avec Katie. Donc, dès mon plus jeune âge, Katie nous a toujours mis dans un cadre où elle fait comprendre que la préparation mentale est très importante. On est jeune, on pense souvent qu'il faut juste courir, on sera le meilleur et puis tout va bien se passer. Mais plus on va sur le haut niveau et plus on se rend compte qu'il y a des hauts et il y a beaucoup de bas dans l'athlétisme de haut niveau. Et il faut savoir rebondir sur tout cela. Et Katie a su mettre tout de suite nous mettre sur la bonne direction et nous donner les clés en main pour pouvoir affronter tout cela. Et aujourd'hui, je la remercie énormément car j'ai réussi quand même à affronter pas mal de choses car on est souvent amené à pas mal de compétitions où même si on fait pas mal de performances avant, on montre un état de forme avant, sur le moment, c'est au championnat de France que tout se joue. Et on a un stress qui est incroyable et on a une coach qui a réussi à mettre cet aspect mental très en avant et qui arrive à trouver les mots, qui arrive à trouver les techniques qu'il faut pour nous mettre dans un bon cadre pour que lors de cette course, même si le stress il est très haut, on arrive à se recentrer et arrive à faire ce qu'il faut pour pouvoir passer aux sélections et à atteindre le niveau d'équipe de France. Donc la relation entraîneur et athlète est très importante car si on n'a pas un coach qui a les épaules et qui a les compétences vis-à-vis de ça, un athlète est rempli d'incertitudes, rempli de doutes, rempli de stress. Et si on n'a pas quelqu'un qui est à l'écoute, comme disait M. Moutou par rapport à la communication, si on n'a pas quelqu'un qui est à l'écoute de son athlète et qui arrive à déceler les moments de doute et de stress, on ne pourra jamais arriver à un niveau de performance. On
on n'arrivera jamais à atteindre un niveau de performance lors des compétitions au niveau national, voire international. Merci Kenny. Alors si on voit à quel point on a employé des mots, le stress, le mental, l'incertitude, et en fait tout se croise, ce sont des regards croisés. À ce stade, il est important d'avoir le regard justement du doyen, tout simplement, Guillaume Coudeville, doyen de l'UFR STAPS et préparateur mental de la haute performance. Les équipes avec la directrice, vous avez pensé à tout? J'ai comme l'impression. Donc voilà, donc c'est tout trouvé. Alors quand même une question. Alors comment abordez-vous la dimension mentale et la performance dans les contenus de la formation des étudiants en STAPS? Alors, merci Katie, merci Madame la directrice, merci Chantal pour cette belle manifestation, merci à toi, merci à tes équipes. Au niveau de la faculté des sciences du sport, les notions de psychologie sont abordées dès la première année, mais ce sont des notions qui sont à la fois orientées sur la performance, mais aussi sur l'éducation, le monde de l'éducation, et également l'activité physique adaptée et santé. Donc les aspects psychologiques sont vraiment vus à travers ces trois orientations, ces trois spécificités. Et puis plus on avance dans le niveau licence, plus effectivement les dimensions se spécifient, et notamment sur les notions de la psychologie au service de l'optimisation de performance. Donc ça c'était un premier point. Je voudrais aussi rebondir sur les notions qui ont été dites les uns et les autres, sur cette notion de transversalité, que la gestion du stress, finalement, elle ne touche pas que le sport, elle touche tous les domaines professionnels, très variés, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de tous les domaines professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Ce qui est intéressant, et ça a été indiqué notamment par Laetitia, c'est cette notion de confiance en soi. C'est tout simplement une clé de voûte qui est essentielle. On a, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais là, il y a des diamants bruts alignés ici. Et parfois, on n'a même pas conscience, les athlètes n'ont même pas conscience de leur capacité. Et donc le premier travail, c'est l'analyse, évidemment, mais c'est déjà de prendre conscience de ses points forts et de ses points améliorés. Ce n'est pas des points forts et des points faibles, c'est des points forts et des points améliorés. Et cette prise de conscience, déjà, va aider l'athlète à augmenter en confiance. Mais cette confiance, elle est étroitement liée avec son entourage proche, la famille. Ça, c'est quelque chose qui est très important, l'approche, le fait de parler positivement au sein de la famille, et puis, naturellement, avec l'entraîneur. Et on peut observer aussi, alors pas ici, mais des entraîneurs, même au très haut niveau, qui vont vouloir motiver leurs athlètes. Et parfois, en voulant motiver, eh bien, ils génèrent du stress. Et donc là aussi, cette relation, elle est importante, parce que l'entraîneur a un impact énorme sur son athlète, sur ses athlètes, mais à la fois positivement, mais aussi parfois négativement. Donc cette analyse de la gestion de performance, elle est forcément à faire avec l'entraîneur. C'est vraiment une complicité qui est essentielle. La confiance en soi, un élément important, mais un autre élément pour lequel celui-ci n'a pas été signalé, et je voudrais en parler, c'est la notion de plaisir. Le plaisir, prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Et le plaisir, ce n'est pas uniquement quand on gagne une performance ou quand on est le premier. Le plaisir, c'est tout simplement être ensemble, être dans le dur parfois, mais collectivement. Le plaisir, c'est progresser. Le plaisir, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Et souvent, je dis, certes, on est content quand on obtient une performance, mais ce qui est aussi important, c'est le chemin pour parvenir à cette performance. Et l'entraînement, le monde du sport est exemplaire de ce point de vue-là. C'est quand on est à l'entraînement, il y a des valeurs qui sont développées par l'entraîneur, des valeurs de travail notamment, de rigueur, de méthodologie, mais aussi de détente à d'autres moments. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures et sans doute faudra-t-il me couper, mais juste un point pour vous dire que techniquement, la préparation mentale, on intervient à différents niveaux. Certes, le premier niveau, c'est déjà au niveau de la relation entraîneur, la thématique qui est proposée.
Donc de voir comment l'entraîneur peut aider justement à prendre conscience l'athlète de ses qualités et lui donner confiance dans le regard qu'on va porter sur lui, dans le discours que l'on va avoir avec lui, dans l'accompagnement. Ça, c'est un point. Et donc, j'en passe avec toutes les questions de fixation d'objectifs et d'augmentation du sentiment de compétence. Le deuxième volet sur lequel on peut intervenir, c'est avec le groupe. Et même dans les sports individuels. Parce que dans les sports individuels, il y a le groupe d'entraînement. Donc, cette notion de cohésion, à la fois la cohésion sociale, mais aussi la cohésion opérante, c'est-à-dire toutes les façons, les combinaisons que les joueurs vont avoir officiellement, mais aussi implicitement. Par exemple, un entraîneur qui va donner une certaine autonomie à ses joueurs, dire voilà, je vous donne, les trois attaquants, je vous donne carte blanche pour faites ce que vous voulez. Allez-y, vous avez carte blanche, préparez ça. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant, ou sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Voilà. Et voilà, donc tout ce travail collectif, il est essentiel. Et puis enfin, le dernier volet, c'est le travail plus par rapport à l'athlète. Comment faire pour exploiter au maximum les ressources de l'athlète? Là, il y a des ressources énormes. Comment l'entraîneur peut les aider? Comment le préparateur mental peut aider cette relation? Et donc l'objectif, c'est d'atteindre un état psychologique qui est connu scientifiquement, qui s'appelle l'état de flow. Se sentir en pleine concentration, complètement immergé, en pleine confiance. Avoir ce sentiment de contrôler ce que l'on fait. C'est un sentiment vraiment très agréable et dans lequel forcément on prend beaucoup de plaisir. Donc l'idée, eh bien, c'est modestement d'essayer d'aligner les planètes. Sachant que les planètes, malheureusement, elles ne sont pas toujours alignées parce que la performance, elle est très variable, elle est très instable. Mais voilà, on est ensemble dans la victoire, on est ensemble aussi dans la défaite, c'est important. Je parlais de cohésion, c'est justement dans les difficultés qu'on voit le niveau de cohésion des équipes. Voilà, donc voilà, je vais m'arrêter là et sans doute laisser plutôt les questions. Tout ça est bien triste, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on va encore applaudir l'ensemble des personnes qui sont intervenues. Et le temps que le micro baladeur, que certains, n'est-ce pas, gardent tranquillement, Monsieur Rossec. Donc, harmonie, plaisir, cohésion, performance, confiance en soi. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur Rossec? C'était pour mettre un peu d'incertitude que j'avais gardé. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. Qui a une question à poser? On en prendra deux, vous comprendrez pourquoi. Vous vous présentez, si vous voulez bien. Oui. Merci. Bonsoir, Eddy Laurent Glaude. Moi, je fais tomber mes lunettes. J'avais une question à poser à l'ensemble du groupe. On imagine la dimension de la préparation mentale pour atteindre un objectif. Et tout à l'heure a été abordée la question de maintenir la performance dans le temps après avoir atteint cet objectif. Alors, je voudrais savoir si les intervenants pouvaient un peu développer les écueils et ce qu'ils peuvent identifier dans la phase après avoir atteint un objectif, comment on maintient la confiance de l'athlète et la performance. Merci. Qui veut répondre? Alors, on a le même prénom, mais c'est pas moi qui entraîne tous ces athlètes, n'est-ce pas, Katie? Il y a une expression qui dit, encore une fois, sur le métier, tu remettras. Enfin, je ne connais pas très bien l'expression. Pardon? Bon, voilà. En fait, l'idée, c'est ça. Hein. Quand on a atteint un objectif, il faut switcher rapidement pour se dire comment je repars. J'ai l'exemple à côté de Laetitia. Elle est 3 fois championne de France. Je lui dis, Laetitia, écris ton histoire. 4, 5, 10, tu écris une histoire. Voilà. Tu auras l'histoire de quelqu'un qui aura été 10 fois championne de France. Il faut trouver en fait les mots pour permettre à l'athlète de repartir. C'est difficile, c'est pas évident de dire « Oh, c'est bon, j'ai été championne de France. » Oui, mais après, non, on écrit une histoire. Voilà. Teddy Riner, il est combien de fois champion du monde? Combien de fois champion olympique? Il y retourne. Pourquoi? Il écrit une histoire. Voilà, moi c'est comme ça que je le prends.
dans la préparation mentale, écrire une histoire. L'histoire de sa vie. Merci, quelle belle réponse. Et c'est vrai que... Alors une question, alors je cherche dans la salle. Madame Cusset. Oui, moi je voudrais poser une question à notre doyen de STAPS. Mais je pense que c'est aussi une question qui va rebondir dans la tête des préparateurs, entraîneurs nationaux, CTN. Lorsque on entraîne des jeunes, et de très jeunes en général, on peut même commencer avec des très très jeunes, on a une certaine emprise. L'entraîneur a une certaine emprise sur cet enfant, sur ce jeune. Comment peut-on, en tant que préparateur mental, préparateur dimension mentale, préparation à la performance, comment peut-on préparer ce jeune à être quand même, on ne sait jamais, en alerte sur cette emprise qu'il peut y avoir? Comment éviter les gourous, en gros? C'est clair. Tu as été Tu veux désigné pour la répondre? réponse. Alors, merci Chantal pour cette question. Alors, c'est pas que pour les jeunes, c'est même pour les plus anciens. Effectivement, dès qu'on touche au mental, voilà, on peut avoir des personnes un peu farfelues. Je pense que les diplômes et les compétences sont insuffisantes, certes, mais sont aussi un gage de sérieux, un gage aussi scientifique. Donc un Master 2 universitaire me semble, un Bac plus 5, déjà une certaine sécurité du point de vue des dérives qu'il peut y avoir, tout simplement parce qu'il y a eu une formation, et notamment sur ces questions-là. Maintenant, ce n'est pas pour autant que quelqu'un de diplômé est forcément efficace avec les athlètes. C'est aussi vrai. Tout à l'heure, monsieur le disait aussi, il y a une question de relation. Le feeling, c'est aussi, il y a les aspects objectifs, mais il y a aussi la relation entre le préparateur mental, l'entraîneur et l'athlète qui est essentielle, et d'une manière générale, l'ensemble du staff, sachant que le mental, c'est pas un élément comme ça, tout est lié. Le mental, le physique, le technique, le tactique, tout est lié vraiment, et voilà. Ce que je peux dire aussi concernant les jeunes et la préparation, c'est vrai que la préparation mentale, elle peut s'aborder plus tôt, mais effectivement, elle est plus adaptée. Adaptée dans le sens où, mais même pour les plus grands du reste, cette centration sur la performance, toujours la performance. Dire à quelqu'un, il faut que tu marques un avant-centre qui doit marquer un but, oui. Dire à un gardien de but qu'il faut arrêter les buts, oui. Ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, l'aider sur des éléments plus techniques, là, ça devient plus intéressant. Donc, au lieu d'être centré sur la performance qui est évidente, c'est plutôt centré sur les facteurs qui permettent la performance. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est que c'est aussi notre regard en tant que parent. Alors, je ne suis pas père, mais simplement, on voit que les parents sont souvent sur la perf. On est content quand il y a un but, on est content quand on gagne. Oui, mais est-ce qu'on peut être aussi content quand on joue bien, même quand on perd? Est-ce qu'on peut être content quand l'enfant a fait une belle prestation, il s'est donné au maximum? Donc toutes ces valeurs, ces valeurs humaines de travail, de sérieux, sont de cohésion d'équipe, de solidarité, sont autant de valeurs à mettre en avant, surtout chez nos plus jeunes. Donc c'est sur ces points-là, à mon avis, qu'il faut insister. Et l'autre point, et je m'arrêterai là, c'est que souvent l'enfant veut faire plaisir à ses parents. Et il voit pourquoi il veut faire. Et il voit que ses parents sont contents quand il a marqué un but, et quand il a gagné. Et donc c'est normal. Voilà, on est content quand nos enfants forcément réussissent à l'école. Quelle est la première chose qu'on demande à un enfant? T'as vu combien? Première question, c'est t'as vu combien? Et deuxième question, et Pierre, il est classé combien? Donc, quelque part, voilà, c'est naturel, et il ne faut pas non plus se flageller par rapport à ça, mais on est dans cette démarche-là, et effectivement, il faut que l'enfant très vite comprenne que l'amour de ses parents est inconditionnel.
on aime ses enfants quel que soit le résultat. Et ça, cette part des choses, elle n'est pas forcément évidente chez les plus jeunes et très vite, il faut bien le préciser, je pense. Merci Guillaume. Donc on les applaudit bien fort.